Bonjour à tous. Hello tout le monde. On va attendre Mickaël. Bonjour tout le monde. Ah, alors Mickaël, tu me dis que tu es connecté. Mais normalement, comme tu es intervenant, on devrait te voir. Alors. Bizarre. Alors, Mickaël arrive dans quelques instants, toute petite seconde. Alors oui, c'est normal de ne pas avoir l'option de parler parce qu'il y a un petit peu de monde sur aujourd'hui. Mais vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et je les transmettrai à Mickaël. Sinon, ce que je peux voir... Donc... Mais sinon, je vais voir pour vous donner les accès. Alors... Alors, normalement, j'ai changé les paramètres, donc vous allez pouvoir parler, poser vos questions. Ou sinon, vous les mettez dans le chat. Donc, normalement, vous pouvez activer vos caméras et le micro. Hello, Mickaël. Bonjour. Ça va? Je ne connais pas cette appli, je règle juste le son, etc. Ça va vous? Très bien. Ouais, ça va. Très bien. Alors, 2 petites secondes. Je regarde un petit peu, je découvre. Tac, 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 tac. Ouais, désolé. Ça va? Ouais, on t'entend super bien, on te voit bien. Donc, je pense que c'est bon. Donc, du coup, sur Livestorm, c'est directement enregistré. Alors, je vais simplement me présenter rapidement et puis après, je te laisserai intervenir.
D'accord. Donc moi, j'ai créé le... Alors, par contre, il y a juste un retour, Mickaël, je ne sais pas si c'est... Non, c'est bon, c'est moi. Oui, alors moi, j'ai créé le Modulo Tech qui supervise donc le réseau Modulo, qui est un réseau de développeurs juniors qu'on aide à monter en compétences. Et le but ultime, c'est de les placer, de les recommander à nos entreprises partenaires. Donc, on a vraiment vocation à faciliter l'insertion sur le marché du travail. D'accord. Et ce qu'on fait toutes les semaines, c'est qu'on fait intervenir des experts parce qu'on est assez convaincus que c'est indispensable pour bien démarrer sa carrière de se familiariser aux bonnes pratiques. Et qui de mieux pour en parler que les experts seniors. Donc, c'est pour ça que te voici aujourd'hui, Mickaël, pour nous partager ce que tu sais et donner des conseils éventuellement aux développeurs juniors qui font partie du réseau. Je pense qu'il y en a aussi d'autres qui ne font pas forcément partie du réseau, mais c'est toujours un discours qui est super bien d'entendre quand on démarre son apprentissage en dev. Donc, la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est pourquoi un code qui fonctionne ne suffit pas, parce qu'on pourrait penser que, bon, bah voilà, une fois qu'on maîtrise un langage de programmation, que notre code s'exécute tranquillement, voilà, fin de la mission. Et je pense qu'en fait, j'en suis convaincue, mais bon, un peu grâce à toi, que la programmation informatique, c'est bien plus que ça. Donc, c'est ce que tu viens de nous raconter un petit peu aujourd'hui. C'est ça. Donc, si tout le monde est là, on peut commencer, c'est comme vous voulez. Oui, on peut commencer. De toute façon, je pense que les gens arrivent un peu au compte-gouttes, mais tu peux y aller. Donc, pas de souci. Donc, ça, c'est une phrase en fait que j'aimais bien de Uncle Bob. En fait, pour savoir, c'est quelqu'un qui s'appelle Robert Martin. Et c'est quelqu'un qui a joué un rôle très particulier dans le monde du dev ces dernières années. C'est quelqu'un qui doit avoir plus de 65 ans, hein, mais qui a vraiment mis les pendules à l'heure, surtout lors de ses conférences, en émettant l'idée que the code that works is not enough. Donc, il dit qu'un code qui marche ne suffit pas. Au début, je me remets peut-être au début de mes études. Donc voilà, moi j'ai fait une école justement en 5 ans. Ça paraît un petit peu, c'est un petit peu à la marge, quoi. Je suis désolé, moi quand ça marche, si mon client est content, c'est l'essentiel. C'est ce que tout le monde se dirait. Le problème, c'est que quand on est jeune, on apprend à manipuler le langage et à manipuler ce qu'on appelle des frameworks, etc. C'est très bien. Et ceux qui y arrivent, c'est vraiment super. Et on sait à quel point aussi c'est difficile. C'est très bien. Mais en fait, ça suffit pas. Parce que j'ai envie de dire que l'informatique ressemble beaucoup à l'écriture. Il y a des écrivains. Et pas tout le monde est écrivain. Par contre, tout le monde maîtrise la langue française. Tout le monde, enfin, un minimum. Tout le monde peut aligner une phrase, un verbe, un complément, mais ça ne veut pas dire que ça va faire un bon livre. Il y aura peut-être des répétitions inutiles. Il y aura peut-être des choses complètement incompréhensibles. Des passages vraiment incompréhensibles. Il y aura peut-être des incohérences complètes. Il y aura peut-être une incapacité à faire une suite au livre, parce que la suite n'est pas possible. Ça, on voit tout ça, ces choses dans le dev, parce que du coup, le monde du développement, c'est vraiment cette ambition de se dire, nous allons faire quelque chose de créatif et pas productif. Si c'était que productif, on aurait pu s'en tenir aux frameworks, on pianote sur un clavier, on établit en fait, on respecte des specs, des spécifications, et puis on livre. Le problème, c'est qu'il y a un gros danger à ça, et c'est une bombe à retardement, et ça s'appelle la complexité accidentelle. Alors, la complexité accidentelle, qu'est-ce que c'est? Si je vous dis maintenant de gravir le mont Everest, avec des bonnes raquettes et tout ça, je vous demande de gravir le mont Everest. Vous allez me dire, c'est dur. Effectivement, c'est dur. Ça, c'est la complexité essentielle. C'est-à-dire la complexité du sujet, c'est dur par essence. Et maintenant, je vous dis, écoutez, maintenant, vous faites la même chose, que vous avez réussi déjà, c'est déjà pas mal, avec un boulet au pied. Et là, vous me dites, attends, mais c'est quasiment impossible. Là j'ai beaucoup de mal. Là, c'est pas la même chose. Là, mes estimations, elles vont tomber à la poubelle. Là je sais plus. J'abandonne. Et là, ce qui se passe, c'est la complexité accidentelle. Ce qui se fait que, de manière inconsciente, un boulet est venu à votre pied et vous pouvez plus bouger. Dans le code, c'est exactement pareil. Dans le code, en fait, on a des phases où, au début, ça va très bien. Les premiers jours, ça va très bien. On a sorti un formulaire, on a cliqué, ça fait des choses, etc. Donc, peu importe la complexité de l'application. Et au bout de 3 semaines, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, quand on veut refaire une feature qui ressemble à ça, à exactement la même qu'on avait faite précédemment, bizarrement, on prête 2 semaines de plus, 3 semaines de plus. Et ça bug, et ça impacte les choses. Et il y a des soucis, et il y a des problématiques. Et là, on se dit, OK,
comment éviter ça? Parce que ça touche, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne connaissent pas encore vraiment le monde de l'entreprise, pour ceux qui sont vraiment jeunes, ça va être justement très surprenant. Et les gens vont tomber vraiment dans le piège. Et mon but, c'est d'essayer de faire éviter le piège aux juniors. Parce que cette impression et cette illusion d'aller vite, au début, ça va être monstrueux. Vous allez avoir l'impression d'être des génies. Vous allez avoir l'impression d'aller très, très vite, de remplir vraiment votre mission. Mais un projet, en fait, ça se voit sur le long terme. Je dis même pas un projet, je dis un produit. Parce que la différence entre un projet et un produit, c'est qu'un projet, c'est pas forcément encore en ligne. Un produit, c'est quelque chose qui vit. À partir du moment où c'est en ligne, ça vit. On doit s'en occuper comme un être vivant, j'ai envie de dire. Donc, l'idée, c'est vraiment de essayer de comprendre pourquoi un code qui marche ne fonctionne pas. Alors, en général, dans l'entreprise, les gens travaillent en équipe. Ils n'ont pas tous le même niveau. Ils n'ont pas tous le même niveau de compréhension et surtout, ils ne sont pas tous dans votre tête. Donc, quand un codeur en fait code, il a forcément des intentions qui sont dans sa tête et il a aussi des craintes. Quelle crainte il a? La première crainte qui sort. La première crainte, c'est surtout quand on est junior, j'ai pas envie de casser quelque chose. Tu arrives sur un sujet, dans le monde de la finance, pourquoi pas, c'est ce que j'avais commencé moi, et tu vois un appli de trading et tu te dis, alors je dois faire cette tâche. Par contre, cette tâche, pour corriger ce qu'on me demande, ça nécessite carrément de faire une réécriture d'un morceau de code. Les personnes vont se dire, OK, je vais pas le faire parce que j'ai peur. Je vais essayer de faire une rustine, un pansement, un déguisement en fait, qui va faire semblant que ça marche, qui va montrer à l'utilisateur que ça marche, mais en fait, ça marche pas forcément. L'énoncé, c'était d'éteindre la lumière. Il y avait un peu trop de lumière dans la pièce. J'ai mis un parasol sur la lumière. Ça marche. Mais maintenant, est-ce que c'est cohérent ou pas? Ça, je vous laisse deviner. Quand on cumule en fait ces workarounds, on appelle ça des workarounds, c'est-à-dire tourner autour du pot sans jamais le toucher. Quand on cumule ces craintes de toucher au code, quand on cumule cet aspect du je vais faire le minimum dans le code possible pour éviter de faire des bêtises, à ce moment-là, on arrive dans un cul-de-sac très très vite et le projet meurt. Mais le projet meurt vraiment. Moi, j'ai vu plein de projets mourir comme ça. Le projet meurt vraiment. Alors qu'au début, ça allait très bien. Au début, l'équipe était félicitée. Les 2 premières semaines, c'était génial. Les premiers mois, c'était super génial. Et après, on arrive à cela. C'est ce qui sépare en fait un programmeur d'un ingénieur. Et pour être ingénieur, on n'a pas besoin de faire une école d'ingénieur, dans le monde du dev en tout cas. On n'a pas besoin. Il suffit d'être très curieux et il suffit d'être investi dans les bons sujets. Donc, pour les juniors, il faut comprendre qu'un code qui, ou même les seniors, je vous le dis aussi parce qu'il y a beaucoup de seniors aussi, un code qui marche, ça ne suffit pas. Il faut que le code, il faut que tu aies confiance en ton code. Si tu n'as pas confiance en ton code, tu ne vas pas pouvoir le changer. Et un code doit changer tous les jours. Quelqu'un qui me dira, ça je laisse sur le côté, maintenant c'est fait, on passe à autre chose. Il n'a pas compris comment ça marche en fait. On s'occupe de lui tous les jours. Un bébé, on lui donne tous les jours le biberon. C'est la même chose. Tous les jours, il y a un impact, une évolution. Le but du jeu, c'est comment intégrer une évolution dans le code, pas forcément une correction de bug, une évolution dans le code, de manière la plus optimale possible. Et qui se greffe comme s'il épousait complètement ce qu'on a fait, quoi. Sans essayer de casser, de refaire, de trucs, pour essayer de le rentrer un petit peu là-dedans, etc. Ça nécessite des skills. Il y a énormément de skills. Il y a des skills qui sont sortis, qui ont été mis au goût du jour sous le nom de software craftsmanship. C'est un mouvement qui est centré complètement sur la capacité à devenir excellent dans le code, à mettre au niveau que l'excellence dans le code ne passe pas par l'utilisation d'outils, ne passe pas par l'utilisation de framework ou l'algorithmie, ça passe surtout par des disciplines. Comme à l'armée, il y a des disciplines, dans le code, il y a des disciplines. Par exemple, une discipline qui peut essayer de contrer complètement cette peur constante, c'est le test-driven development. Par exemple, moi, je suis féru de ça fait 11 ans que je fais ça. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, pour les juniors, je leur conseille à 1000% de rentrer là-dedans. Mais ce n'est pas 1000%, 2000%. C'est-à-dire que ça fait peur au début, mais surtout parce que ça touche un quiproquo énormissime. L'idée de base est la suivante. Le TDD n'est pas du test, contrairement à ce que tout le monde pense. Ce n'est pas du test. Le but du jeu, c'est de se faire guider. Donc, en gros, c'est comme si vous transformez votre application, votre phase de développement, en mini-jeu. Et c'est beaucoup plus facile de résoudre des mini-jeux que de résoudre un jeu entier où tu écris sur papier, puis tu réfléchis, puis ensuite tu vas taper, puis ensuite tu vas faire plein de choses. L'idée maîtresse, c'est de se dire, je n'écris pas de code si j'ai pas une justification d'existence de ce code-là. Je donne un exemple.
Vous devez faire A supérieur à B. Ça, dans votre tête, c'est ça qu'il faut faire. Il faut justifier le supérieur. Il faut justifier que vous mettez A, il faut justifier que vous mettez B. On n'écrit pas ça comme ça en disant « je pense que c'est ça l'algo et puis on va tester, on verra si ça marche ». Non. Du coup, on a ce qu'on appelle des feedbacks automatisés qui fonctionnent par l'intermédiaire de tests. C'est pour ça que test driven development, mais c'est pas pour les tests. C'est parce que c'est bien un test, parce qu'il y a du rouge et du vert, qui vont permettre justement de clarifier ton intention et que l'ordinateur puisse fliquer ton intention du moment. Si tu as faux, il te le dit tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on gagne à ce jeu-là? On débug quasiment plus jamais. À ce jeu-là, on débug quasiment plus jamais. Pourquoi? Parce que dès qu'on a une faute d'inattention, elle est repérée tout de suite. Et en général, la plupart des juniors et même des seniors, lorsqu'on débug, c'est qu'on se dit dans ma tête, tout marchait là, dans ma tête. Je sais pas, j'ai loupé un truc. Et là, on remarque et on se dit il manque supérieur ou égal. Ah, je l'ai zappé. Ah, c'est pas supérieur tout court, c'est supérieur ou égal. Ok, il manquait ça. Ou alors if a égale 2. Ah non, c'est if a égale 2. Oui, c'est pas la même chose. C'est une affectation, l'autre c'est. Je l'avais pas vu. Tout ça, on l'a en live. Donc, comme tu l'as en live, tu débugs pas. Tu veux retourner à un état qui marche, CTRL Z. On a remplacé le debug par CTRL Z. Donc là, je vois pas mal de questions en même temps. Enfin, j'ai le truc en même temps. Est-ce une bonne idée de demander aux juniors de faire du TD s'ils n'ont pas de connaissances en design? Archi hexagonal, dépendance de la version principale, etc. Moi, je pense que c'est pas mal déjà de commencer par comprendre déjà le concept avec un kata assez simple. Moi, j'avais commencé à sortir une vidéo sur YouTube en 2016 sur le FizzBuzz. Je pense qu'elle est accessible par tout junior, vraiment sans problème. Et il n'y a pas forcément de connaissances de design ultra approfondies à avoir pour déjà comprendre la mécanique. Le fait de comprendre la mécanique va te permettre de sélectionner les livres de chevet futurs. Tu vas pouvoir savoir comment guider ton apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, un junior, c'est très compliqué. C'est je veux bien apprendre. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais je ne sais pas quoi faire. Bah, c'est un peu toute la problématique qu'on cherche. La problématique, c'est-à-dire je veux penser, mais je ne sais pas par quoi prendre. C'est vrai que ce monde-là, il paraît tellement énorme, si tu veux, et tellement un peu abstrait, je pense, aux développeurs juniors qui ne l'ont absolument pas vu en école de code, qu'on se demande un peu, mais par où on commence? C'est pas où on commence. Et comment on l'implémente? Alors, non seulement par où on commence pour l'apprendre, et après, comment on l'implémente dans notre propre code au quotidien. C'est ça. Alors, si vous voulez, pour la petite anecdote, parce que les gens se demandent beaucoup, comment moi j'ai commencé rapidement. Moi, donc j'avais fait 5 ans de code, j'avais fait pas mal de stages, 6 je crois, etc. Donc quand j'étais sur le marché du travail, j'étais déjà rodé. J'étais déjà à l'aise, j'étais déjà truc. Je me considérais pas junior, je me considérais déjà senior. Mais j'étais en fait un junior déguisé. J'ai expliqué. Si je me compare maintenant, j'étais junior. En fait, je codais et j'avais, par coup de chance, quasiment toujours bon. Dans mes algos, dans mes trucs, etc., je faisais vraiment du bon travail. Et j'étais reconnu pour ça. Je faisais vraiment du bon travail. Et à un moment donné, j'ai compté le nombre de fautes d'inattention que je faisais. Et surtout, j'ai compris que travailler avec des autres personnes devenait vite un calvaire s'il n'y avait pas de discipline. Je m'explique. J'avais fait un super code. J'étais fier de mon code. Super code. Et quelqu'un est venu. Il a juste changé quelque chose à l'intérieur. Il pensait bien faire. Il a tout cassé. Alors, je lui ai rien dit, évidemment, c'est pas grave, on peut tous se tromper. Mais quand la réponse c'est écoute, j'ai pas envie de m'aventurer dedans, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai pas envie de casser les choses, je suis désolé, c'est ça où tu prends ou tu prends pas. J'ai dit écoute, il n'y a pas de problème, je vais tout refaire. Ok, je le refais et je ferai ton travail, il n'y a pas de problème. En fait, il y a une discipline à avoir qui fait qu'au final, si tu es le seul à pouvoir bien coder, ça suffit pas. Il y a de ça aussi déjà. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui sait bien coder autour de la table. Okay, et de base, je me suis rendu compte aussi que pour faire évoluer une application, mon propre code, là, je m'en suis voulu. Parce que je me dis, OK, j'ai réussi à faire cet algo super, qui avait peut-être 15 classes. Maintenant, il y a l'aspect qui arrive, et on me dit, Mickaël, finalement, on va changer. Une voiture, elle peut avoir plusieurs loueurs en même temps, alors qu'avant, c'était un seul. Là, je regarde et je me dis, oh là là, ça va changer une liste en map de je sais pas quoi. Enfin, ça peut changer en fait certains fields dans mon code. Confiant, moi je ne faisais pas de TD à l'époque. Confiant, je ne savais même pas ce que c'était un test. Okay, alors, après 5 ans d'études, je ne savais pas ce que c'était un test. C'est énorme. Parce qu'on ne voyait pas tout ça à l'école. Et je commence à changer justement la liste en map. Et là, je vois 530 impacts de code. Et je me dis, waouh. Je me dis, si t'as bon du premier coup, va jouer au loto dans la journée. Enfin, il faut le faire. Et je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc pas pro là-dedans. Je peux pas avoir peur toutes les 4 secondes. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que je vais commencer à faire mes changements.
On a de la chance, en plus, c'était du Java, c'est un langage compilé. Alors, le langage non compilé, je ne vous imagine même pas les fautes d'inattention parce qu'elles ne sont pas signalées. Et à la fin, je push. Et il y a une erreur. Il manque un if else quelque part. Et il y avait un truc. Et j'ai cassé même un truc existant. Pourtant, le gros j'étais fier de ce que j'ai fait. Était gros. Mais pour moi, c'était un échec. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et donc, du coup, j'ai découvert de fil en aiguille par les vidéos d'Oncle Bob en fin 2010-2011. En fait, il a écrit un livre, mais avant, c'était les vidéos. Le livre, c'est juste la translation des vidéos. Il y a même plus de choses en vidéo. Et il m'a fait connaître l'amour, en fait, de la face cachée du développement. C'est-à-dire qu'en gros, je vais répondre aux questions parce que je les vois aussi. La face cachée du développement, c'est-à-dire que le développement, c'est de la prose. Quand je dis de la prose, c'est-à-dire quelqu'un qui est fort en poésie, il doit être fort en développement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'écrit pas les choses juste pour que l'ordinateur les comprenne. On les écrit pour que l'humain les comprenne et pour que l'humain puisse les maintenir facilement. Donc, en général, moi, je suis très fan, par exemple, de ce qu'on appelle des sous-méthodes dans une classe, par exemple. L'idée, c'est que chaque sous-méthode, par son nom, est un commentaire. Donc, en fait, si dans vos écoles, vous entendez « il faut commenter votre code, etc. », arrêtez ça. Ne le faites pas. Il y a très peu de commentaires intéressants. Je pourrais en parler si vous avez un intérêt. Le pourquoi est intéressant. Le comment n'est pas intéressant. Le pourquoi, c'est que j'ai utilisé un tribule et pas un tri par fusion parce que j'ai vu qu'en fait, sur le processeur qui est en prod, le tri par fusion est très lent. Ça, c'est bien parce que ça annonce une nouveauté. Les personnes ne peuvent pas le deviner, en fait. Alors que si c'est ici, je vais faire un tri, bah ça va autrement dire prendre les gens pour des cons, en fait, parce que c'est juste marqué en bas, sortent, quoi. Donc, tous ces commentaires-là n'ont pas de sens. Autant faire, en fait, des petites méthodes qui ont libellé de commentaires. L'avantage, c'est quoi? C'est que personne ne maintient les commentaires et tout le monde maintient les noms de méthodes. Donc, du coup, quand on arrive en haut du fichier, on voit quoi? On voit de l'écriture en anglais. C'est que de l'anglais. Il n'y a pas de code. C'est que de l'anglais. Parce qu'en fait, elles font que déléguer aux méthodes plus basses. Donc, l'avantage, c'est que tu vois l'histoire du code tout en haut. Du coup, tu le comprends parfaitement. Ça, par exemple, c'est une des pratiques de Clean Code qui est fascinante. Parce qu'en fait, on passe de quelque chose où on se dit que pour comprendre un code, il faut le tracer dans sa tête. Là, en fait, je lis comme un livre. Donc, il y a quelque chose de complètement fascinant. À cela, on couple le TDD et on couple d'autres thèmes comme la clean architecture, j'en parle beaucoup, etc. Ça fait pas mal de choses. Alors, il y a plein de sujets. Je ne sais pas quel sujet vous intéresse précisément. L'idée maîtresse que je voulais dire en une phrase pour l'instant, c'est de se dire, les frameworks, je vous le dis, c'est 1% du code. Donc, si votre temps passé, c'est à apprendre React, apprendre Angular, apprendre PHP, Symfony, ce que vous voulez, si c'est que ça, c'est 1% de votre fonction. C'est comme un plombier, il se concentre à faire ses lacets. Non, il y a quand même tout le métier à côté. Non. C'est comme si un cuisinier, on lui dit, tu sais quoi, en entretien, ouais, je sais utiliser tous les micro-ondes, toutes les marques, ouais, tous les frameworks micro-ondes, je les connais. Tu sais cuisiner, par contre, est-ce que tu sais cuisiner? C'est ça qui m'intéresse, en fait. Est-ce que tu sais mêler les choses de manière harmonieuse dans ta recette? Est-ce que tu sais faire les choses? C'est ça qu'on va regarder. Et je préfère quelqu'un qui sait faire ça et qui ne connaît pas les frameworks. Parce que les frameworks, ça prend facilement. Par contre, apprendre à écrire, ça, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Et donc, du coup, il faut s'entraîner. Il y en a pour qui c'est plus naturel que d'autres, mais il faut s'entraîner. Et donc, alors, c'est quoi, quand tu dis les frameworks, c'est 1% du code? J'ai bien compris que tu avais déjà abordé ce qu'il y avait dans les 99%, mais est-ce que tu peux un peu le résumer, si c'est résumable? Qu'est-ce qu'il y a dans ces 99%? Je vais le dire très, très simplement. Donc, ce qui me vient en tête. Tous les programmes que vous allez faire dans votre vie de développeur, ils se divisent en deux aspects. Il y a toujours un aspect orchestration, décision. Fais ça, une fois que tu as fait ça, maintenant tu fais ça, maintenant tu fais ça, hop, tu as fait ça, tu as fait ça. Ce qu'on appelle vulgairement un service pour beaucoup. OK? Et il y a toujours un aspect utilitaire, outillage. OK? C'est par exemple, je vous donne un exemple pour que ce soit parlant. Et je vous donne un exemple pour comprendre que finalement, il y a vraiment une scission dans le dev qu'il faut bien comprendre. Et là, on comprend pourquoi le framework est en détail. Si vous êtes gérant d'une pizzeria, OK? Qu'est-ce qui fait la force de votre pizzeria? Est-ce que c'est juste la façon dont le livreur conduit sa moto? Pas forcément. La façon, c'est comment vous allez orchestrer les choses en tant que gérant. Quand la pizza est faite, on ouvre à telle heure, on fait les pizzas, on vérifie si elle est chaude. Si elle n'est pas chaude, on la met de côté. On essaye, on met un mot gentil pour le client. On essaye de mettre un petit truc pour les enfants. Ensuite, on donne nos livreurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va dire, écoute, j'ai besoin de toi. Tu es dans mon intention. Donc, j'ai besoin de toi, mais fais ta vie. Vas-y, maintenant, va livrer. Le va livrer, fais ta vie. Derrière, il va utiliser un framework, celui-là. Le framework moto.
Mais là, ce qui est importé pour le gérant, finalement, il est resté dans le concept. Il a juste ordonné les choses. Chacun a utilisé des outils. Le cuisinier, il a utilisé son micro-ondes. L'autre, il a fait ça. Le livreur, il a utilisé sa moto, etc. Mais la phase vraiment pilier du programme, celle qui est vendable, celle qui est vraiment géniale, c'est la qualité du gérant. C'est la qualité de la gestion du restaurant. On voit beaucoup dans Cauchemar en cuisine. À chaque fois, il y a une crise de nerfs. T'as perdu la facture. Non, elle est là en fait. Non, mais j'ai pas vu. Mais il y a le client qui attend un peu plus d'une heure, etc. C'est là où on demande la force. Et ça, il n'y a pas de framework. Il n'y a pas de framework à l'intérieur. Là, c'est de la pure créativité. Donc, du coup, ce qui se passe, je vais répondre aux questions dans 2 secondes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au final, les frameworks, il faut les connaître. Mais il ne faut pas que le livreur que la moto du livreur se mise dans la gestion du restaurant. Parce que demain, il peut changer de moto. Après, c'est très compliqué parce que tu mets une moto comme ça en dur, ça cache un peu le paysage. Pourquoi cette moto? Si jamais on veut tester, par exemple, je sais pas moi, j'ai envie de tester si le gérant prend bien la pizza, il y a un problème. S'il y a une moto en plein milieu, il va tomber. Donc, en fait, cette moto n'a pas lieu d'être dans le cœur de l'application. Les frameworks vont sur le côté. Ils sont bons pour un usage dans les embouts du système. OK? À l'intérieur du système, par contre, là, c'est que de la programmation pure. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'apprend pas. C'est ça qui est fou, en fait. Ça s'apprend pas. C'est soit la personne le voit, soit elle le voit pas. On peut s'entraîner, mais en gros, c'est comment construire des choses. C'est comme de la peinture. Je peux apprendre à utiliser toutes les couleurs, mais est-ce que je sais faire une belle peinture? C'est autre chose. Il y a une technique, il y a des disciplines dans la peinture. Et donc, c'est ça, en fait, que le junior doit apprendre dès le début, avoir des réflexes là-dessus. Donc, par exemple, la clean architecture entraîne à ces réflexes. La clean architecture est en fait un paradigme très orienté discipline qui va te dire, écoute, je vais t'aider par ce que je vais t'ordonner. Tu vas séparer le monde de ton cœur, de gérant du restaurant, de tout ce qui est floriture à côté des frameworks. L'avantage, il est multiple. C'est quoi l'avantage? Aujourd'hui, vous prenez… moi, je discute beaucoup avec des juniors. J'ai un Slack, on est 2200, donc il y a pas mal de monde. Et je pose la question et je leur dis, maintenant, tu dois faire ce projet, par quoi tu t'y prends? Oh, je commence par le back-end. Après, je fais des API. Je fais la base de données d'abord. Après, je fais le back-end, les API. Après, je fais un peu de front. Après, je fais des trucs, etc. Je dis, en combien de temps tu livres à ton client une première ébauche de ce que tu as fait? Il me dit, je sais pas, une fois que c'est fini. Je dis, combien de temps? 2 semaines? 3 semaines? Trop long. Trop long. Est-ce que tu es capable de livrer un truc en 2 jours qui soit testable réellement par le client? Pas en maquette. Hein. Les maquettes, ça vaut rien. Dans le téléphone, par exemple. Est-ce qu'il est capable de pianoter, d'utiliser l'application? Là, on va se dire, le junior, quand je dis junior, c'est senior aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Il vient et il te dit, je ne sais pas, mais moi, il faut bien un back-end, il faut bien une base de données. Et sinon, je n'ai pas de données, sinon, je n'ai pas ça, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Donc, à chaque fois, il va se justifier pour essayer de se dire, pour avoir la maison, il faut toute la maison. OK, c'est un peu le problème. Là, on va lui dire, écoute, imagine que tu as une technique où tu peux faire un front, sans back-end, mais comme s'il y avait un back-end pour l'appli. Imagine la magie. C'est-à-dire, en fait, tu fais ton front-end, et c'est comme si ton back-end existait. C'est pas qu'on a mis les choses en dur comme des cons dans le front, en mode vraiment à l'arrache dans le composant. C'est qu'en fait, on a carrément simulé le back-end. Sans framework. Il n'y a même pas de lib de mock. Il n'y a rien. On a simulé tout ça. OK ? Et l'avantage, il est génial parce que vous pouvez déjà livrer et savoir du coup si le programme que vous avez fait est le bon. Parce que la force du développeur, et moi je reconnais un bon développeur, à quoi ? Pas à sa connaissance des frameworks, pas à sa connaissance même du langage. Je le reconnais à sa capacité à livrer vite. Je reconnais à sa capacité à pouvoir scinder les US de façon à pouvoir à chaque fois avoir un lot livrable vite de valeur. Ça, c'est l'agilité pure et dure. L'agilité, c'est pas avoir des sprints. Okay. D'ailleurs, personnellement, moi, je suis anti-scrum. Voilà, donc pour moi, c'est réglé. Je peux en parler 10 ans, ça, vous n'avez pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément mauvais. C'est juste que je pars du principe qu'un concept qui est mal interprété par tout le monde est mauvais. C'est ma nature de penser dans certaines choses. Si c'est pas s'exprimer de la bonne manière, ce framework Scrum, même s'il a peut-être bons préceptes, si tout le monde le déforme, c'est qu'il n'est pas bon. C'est simple, c'est comme ça que je vois les choses. Donc du coup, on a des nouvelles techniques de nos jours qui sont beaucoup plus avancées. Je pourrais en parler peut-être, mais c'est par exemple le no estimate, etc. Pas mal de choses qui vont aller plus dans le sens de l'agilité. Et la technique est essentielle à l'agilité. Et quand on dit la technique, c'est pas les frameworks. Les frameworks, pareil, c'est le micro-ondes, c'est un détail. Ce qui va être utile, c'est carrément
La façon dont tout est façonné. Voilà. Et donc, et surtout, est-ce qu'on répond bien au concept? Vous allez voir, si vous êtes jeune, vous allez voir que 99% du temps, le client va vous dire c'est hors sujet. Ce que vous m'avez fait, c'est pas ce que j'ai demandé. Faites-le, vous allez voir, tout le temps. Ça vient tout le temps. Même si vous appliquez, etc. C'est pour ça qu'un développeur se doit d'avant d'être technique, il doit être ultra fonctionnel. Il doit maîtriser le métier mieux que le MOA. S'il ne sait pas faire ça, ça ne marche pas. Donc, toutes les équipes où les développeurs se disent, moi, c'est la technique et j'en ai rien à foutre de ce qui se passe à côté, ils vont se vautrer et ils vont se faire détester par tout le monde. L'idée, c'est toujours de maîtriser. Tu es dans la finance, tu ne connais rien en finance, achète un petit livre de finance. Essaie de comprendre ce que ça veut dire une variance swap quand tu manipules une variance swap. Essaie de comprendre ce que tu fais. Tu vas comprendre les règles de gestion fines parce que ce que tu livres, c'est les règles de gestion de ton code. Ce n'est pas un PPT. De manière illusoire, on se dit, bon, c'est pas grave, je vais livrer un PPT. Non, le code, ce qui est utilisé en prod, c'est le code. Si le code est mal pensé, il n'y a que le développeur qui peut s'en plaindre. Enfin, on peut s'en plaindre qu'au développeur. C'est lui qui a écrit les choses. Il faut qu'il maîtrise la chose. Voilà. Donc, alors, je sais que ça part un peu dans tous les sens parce qu'il y a tellement de sujets. Mais si vous voulez cadrer, dites-moi, voilà, c'est quoi les questions principales que vous avez? Comme ça, peut-être en live, je peux peut-être y répondre. Et surtout, qu'est-ce qui vous intriguerait en fait dans ce monde-là sur lequel vous voulez que j'insiste? Ah, les tests unitaires, d'accord, ok. Alors, les tests unitaires. Je lis juste Kevin qui a répondu quelque chose qui définit les tests unitaires. La différence entre test unitaire et TDD. Ok. Alors, vous êtes junior et je vous dis, en 2022, vous avez de la chance d'être junior. Parce qu'en 2010, quand j'ai commencé, je peux vous dire qu'on n'avait pas toute cette faculté d'Internet. Il n'y avait pas LinkedIn déjà, donc le partage n'était pas énorme. Il n'y avait pas tous ces réseaux, il n'y avait pas tout ça. Et donc, je peux vous dire… Alors, je vais répondre… vous savez quoi? J'ai les questions dans l'ordre. D'abord, les TU. Okay, les TU, les tests unitaires. Après, je prends les MVP, etc. Les TU. Il faut comprendre, dans l'informatique, tout est sujet à quiproquo. Donc, le premier conseil que je donne aux juniors, mais vraiment, alors là, je le donnerai comme à mon petit frère. Le premier conseil que je donnerai, oubliez tout ce que vous pensez comme acquis. Tout. Vous faites un reset de votre cerveau. Vous sortez d'école, tout ce que vous avez appris, vous faites reset. Vous remettez tout en question. Et quand vous allez apprendre, par exemple, test unitaire, ne pensez pas ce que vous avez appris à l'école. C'est faux. Dans toutes les écoles, je vous le dis, certifié. C'est faux. Un test unitaire, c'est quoi? Un test unitaire, ce qu'on apprend à l'école, c'est, même dans les livres, c'est ça qui est dangereux, c'est un test qui va tester une unité de code. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on entend par unité de code? Des atomes du code, c'est quoi? Une fonction. Okay, à la limite, une classe. Okay, une fonction, mais ça se limite à ça, complètement verrouillé de ses voisins. Okay, à faire ça, il y a un problème. Parce que finalement, c'est quoi le problème? Je donne un exemple. Vous faites une course d'animaux. Okay, je pense que les gens comprennent bien avec les exemples. On fait une course d'animaux. Le principe, c'est quoi? C'est quoi ici le comportement réel de la course d'animaux? C'est de savoir qui a gagné. D'accord. C'est de savoir qui a gagné. Le fait de faire courir l'animal est un détail de ce comportement final. Moi, ce que je veux savoir, c'est qui a gagné la course. Au début, on peut avoir la pensée test unitaire égale un code. Donc, tu vas aller voir en fait ton guépard, la classe de ton guépard, la classe de ton dog, la classe de ton horse, etc. Tu vas aller voir donc chaque classe et tu vas dedans la méthode run. Parce qu'à un moment donné, dans le code, il va falloir faire courir la personne, l'animal. Et le test unitaire va te dire, cette définition-là va te dire, écoute, il faut la tester, cette méthode. Run. Test-moi run. Donc, c'est quoi en fait le libellé du test? Vérifie que le cheval court. Il y a un problème à cela. Il n'y a pas de contexte. Court pourquoi? Pourquoi? Et là, on se dit, je sais, voilà, je suis dans la classe dog, il y a la méthode run à l'intérieur. Pardon, je suis dans la classe animal, disons. Il y a la méthode run à l'intérieur. Je vais tester la méthode run ici. J'ai des if-else à chaque fois pour chaque animal à l'intérieur de la méthode run. Je vais tester si dans chaque if qui passe, j'ai bien la bonne vitesse qui est déclarée pour le bon animal. C'est comme ça que le programme marche. Et là, on se dit, OK, c'est très bien, tu as bien fait la méthode run, tu n'as pas le contexte. Donc déjà, c'est problématique. Et surtout, c'est quoi le problème? C'est que demain, tu peux changer la structure de ton code et dire la méthode run, elle ne sera pas là. Il y a des if-else dégueulasses à l'intérieur. Et si on utilisait le polymorphisme? En fait, on prend la méthode run, on la place plutôt dans les classes. Et du coup, chaque sous-classe, en fait, elle définit sa vitesse. Du coup, tu n'as plus besoin de if. C'est quoi dans animal que tu veux faire courir l'animal? C'est animal.run. Et au runtime, les langages le font aujourd'hui. Il saura au runtime qu'il a appelé, lorsque l'appli tourne, que c'est un dog à qui il a affaire. Donc, il saura automatiquement appeler la classe dog. Du coup, tout est if-else, tu les enlèves. Ça s'appelle un refactoring. Un refactoring, c'est changer la structure du code. Donc, j'ai déplacé la méthode run, je l'ai mise en bas, j'ai enlevé tous les else if et j'ai remplacé l'autre méthode par son appelant. Ça s'appelle changer la méthode sans changer le comportement. Le comportement, c'est le même. Au final, tu as la course d'animaux avec un gagnant.
Donc, ce refactoring, j'ai envie de le faire sans casser les tests. Si je n'ai pas changé de comportement, vu que le test unitaire est censé voir un comportement, donc du coup, il n'y a pas de problème. Donc du coup, je dois être safe et de pouvoir changer ma structure en disant, c'est comme un puzzle, je vais me déplacer ça là, ça je le mets là, puis ça je fais là, je fais de la décoration, etc. Pour améliorer les choses, pour enlever du code superflu. Je ne veux pas casser le test. Avec la vision test unitaire égale une unité de code, tu casses le test. Et donc, il y a un gros problème. Et donc, la vraie vision de test unitaire, c'est de se dire, donc le vrai contexte, c'est quoi? C'est un libellé de test concret, parce que je le vois, c'est lorsqu'un cheval et un guépard courent dans la course, ok, alors c'est le guépard qui gagne. Là, vous voyez ce libellé de test unitaire, on comprend ce que ça fait l'appli en fait. Il y a une idée, c'est une documentation limite. Il y a une idée. Et à la fin, donc dans le test, on va dire, je vérifie que le guépard gagne quand je l'ai appelé avec la course avec guépard et cheval. Maintenant, derrière, il y a un amas de classes. Ce n'est pas le souci du test. Le test, il doit pas être le miroir du code. Okay, il doit être le flic du comportement. Ce n'est pas la même chose. Ça va laisser donc une liberté de refactoring extraordinaire. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas testés. Si vous réfléchissez, comme ça traverse toutes les classes, il y a un truc qui est faux. Si par exemple, je mets 110 à l'heure pour le cheval et 3 à l'heure pour le guépard, on voit bien que le test va planter. Pourtant, le test, il n'y a pas de test explicite sur la classe qui met la vitesse. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Test unitaire, en fait, faites reset dans votre tête. En gros, c'est un test de comportement. Pour beaucoup, ça s'apparente à un test d'intégration. Sauf que la différence, c'est qu'ils doivent respecter certains principes où il n'y a pas, justement, de base de données, de trucs assez lents et de trucs à side effect. Ça doit se jouer. Tu peux en jouer, par exemple, 100 tests unitaires en moins d'une seconde. C'est ça le principe. Et je vous assure, quand vous avez ce bouton magique, c'est mieux que le bouton de la bombe nucléaire, je vous assure. C'est quand vous avez ce bouton magique, vous appuyez toutes les secondes. Dès que vous codez un truc, tiens, je vais ajouter la classe ornithorynque. Tiens, il court vite l'ornithorynque, je sais pas, on va tester, on va voir. T'appuies sur le bouton, ting, ok, très bien, il a gagné. J'ai rien cassé d'autre, tout est respecté dans la hiérarchie des animaux, ça marche nickel. Il y a un plaisir à coder. Tout le but du jeu que les juniors devraient trouver, c'est le plaisir à coder. Et ils voudront être devs toute leur vie. Donc en gros, pour vous dire, c'est un exemple parmi d'autres, qu'il y a beaucoup de quiproquos qui arrivent. Et le TDD, c'est pas écrire du test. Pour du test, comme je l'explique, c'est écrire du test pour savoir quoi écrire. C'est comme une langue sèche. Savoir quoi écrire. T'as pas le droit de commencer par un tableau si t'as pas commencé par une variable unitaire. T'as pas le droit de commencer par un while si t'as pas commencé par un if. Un while, c'est plusieurs if qui tournent en boucle, etc., etc. Ça va te permettre en fait d'avoir un code où tu vas pouvoir faire évoluer selon tes intentions par un coup de moins d'une minute à chaque fois. Parce que si tu commences à écrire un test et qu'ensuite tu codes et qu'il se passe une demi-heure de typing, c'est plus un test qui guide. C'est un test qui finalement te dira est-ce que tu es arrivé au bon point, mais il ne te guide pas dans le crescendo. On veut une série de tests minute par minute. Ça fait ça toute la journée. Test code, test code, test code, test code, test code. Et en fait, les tests sont des specs, pas des tests. Voilà. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur ça. Vous pourrez poser vos questions si vous voulez. Après, il y avait la question du MVP. C'est ça, hein, je pense. La question du MVP. Je vois juste en dessous. Alors, en fait, le TDD utilise des TU, parce que je vois ça, en fait. Il faut comprendre. Un TU n'a pas de sens, il écrit après. Je peux le prouver que c'est impossible. Je vais la faire en 1 seconde 30. Vous avez une addition A et B, et ça retourne A plus B. Testez-moi ce code-là de manière à avoir un code coverage à 100%. Les personnes vont dire, bon, je prends 0 et 0, ça fait 0. Voilà mon test unitaire. OK. Maintenant, je prends le plus, je remplace par un moins. On rejoue le test. Ah, ça passe toujours. Ah, ton test vaut rien. Ton test vaut rien parce que A moins B, ça fait 0 moins 0, ça fait 0. Ton test, il vérifie que ça fait 0, mais ton cas défaut, finalement, c'est plus une addition, c'est une soustraction. Donc là, il y a un problème. À partir de cela, on en déduit l'idée, très facilement, que d'écrire un test après avoir codé est très problématique parce que c'est très difficile de sentir la sémantique du code de façon à savoir exactement quel jeu de données prendre pour le test. Là, j'ai fait retourner à plus B. Imaginez ça avec 3 boucles for. Imaginez ça avec plein de choses. Comment deviner ce que la personne avait en tête, même soi-même, pour essayer de trouver le bon jeu de données qui valide la sémantique et non la syntaxe. Et donc, voilà. Donc, en gros, le TDD, en fait, je ne vois aucun cas de ne pas en faire. En fait. Il n'y a aucun cas de ne pas en faire. Après, il y a des zones qui sont précises. Par exemple, le CSS, il n'y a pas de TDD. Toutes ces zones-là de UI pure, où on va vérifier un DOM, il n'y a pas forcément de TDD. Ce n'est pas vraiment prôné pour le TDD parce que c'est déclaratif. En gros, c'est du tâtonnement. Je vais essayer 14 pixels, je vais essayer 15 pixels. Il n'y a pas de règle incrémentale. Ce n'est pas de l'algo, quoi. Donc, le TDD, c'est pour l'algo.
Voilà. Donc, ça, ok, pas de problème. Moi, je vois qu'il doit y avoir des règles de gestion qui sont en amont, mais je pense que c'était ça. Ok, pas de souci. Si vous voulez plus, j'ai plein de podcasts, j'ai plein de sujets. Si vous voulez en savoir plus sur le TDD, il n'y a pas de problème. Les principes solides, ça, on pourra en parler. Je pense que c'est un peu avancé pour l'instant. Une méthode doit avoir le peu de lignes de code. Ouais, une méthode, en général, c'est maximum 4 lignes de code. Voilà, je vous donne le conseil. 4-5 maximum. Si vous en avez 20, il y a un problème, réfactorer le truc en plus une méthode. Parce que quand il y en a 20, pour comprendre ce que fait une méthode, il faut lire le code en entier. C'est compliqué. Alors que plus tu as de petites méthodes, plus forcément tu vas mettre un nom à cette méthode. Et donc tu vas forcément commenter ce que font ces 4 lignes. Et donc le fait que ta méthode appelant, qui elle appelle toutes tes petites méthodes, qui elle de base faisait 20 lignes, elle va écrire un livre. Tu vas lire en anglais ce que ça fait. C'est beaucoup plus parlant que de comprendre ce que fait un code. Donc ça c'est pas mal. Ça porte un nom, ça s'appelle extract till you drop. J'extrais tant que je peux plus, quoi. Ça veut dire ça. Voilà. Ensuite, est-ce que vous parlez rejoindre le minimum via la product? Alors le MVP, on peut dire un mot. Vous allez entendre ce mot très souvent. Je pense que certains connaissent. Je vais vous dire un truc réel. En entreprise, quasiment personne l'a compris. Pour la plupart des gens, c'est une V1, une version première du nom de l'application. Ça n'a rien à voir. Une V1 est vendable. Un MVP n'est pas vendable. Une V1 a pour but de satisfaire le client. Un MVP n'a pas pour but de satisfaire le client. Un MVP, il a pour but de comprendre le client et d'apprendre du client. Ok ? C'est pas la même chose. Comment expliquer ça? Alors, des fois, moi, ça vient en tête. C'est des trucs qui n'ont rien à voir, mais des fois, des exemples concrets. Ok ? Par exemple, j'ai envie de faire un super repas pour bébé. Je pense à ma fille, par exemple. J'ai envie de lui faire un super repas. Je ne sais pas si elle a faim. Qu'est-ce que je fais? Il y a deux cas. Soit je fais en fait un repas, et puis après je lui montre, et là elle me dit non, j'ai pas de faim. Du coup, j'ai fait le repas pour rien. Soit j'arrive en fait avec un petit bonbon comme ça, je lui fais ou un petit biberon et je lui fais et là je la vois en train de s'agiter. Je peux savoir qu'elle a faim. Le MVP c'est quoi? C'est le biberon, super, parce que ça m'a pris 3 secondes à faire. Donc là, je saurais que c'est un intérêt de faire le repas. Donc quand je vais faire le repas, là, j'ai un intérêt vraiment à lui livrer. Je sais qu'elle va être contente parce que j'ai vu comment elle était agitée. Je lui amène un bon plat, elle va aimer. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, le MVP, c'est ça. La V1, c'est mon plat. C'est la première source de mon plat, la première fois que je fais mon plat. Le MVP, c'est le biberon. C'est un appât. Ça me permet de comprendre le client et de voir vraiment ce qu'il a en tête. Donc dans ce cas-là, ça peut passer des fois par pas de l'informatique. Des fois, c'est juste des questions. Des fois, c'est un flyer. Des fois, c'est plein de choses. Mais il s'avère que des fois, c'est l'informatique. Dans ce cas-là, vous prenez une feature, pas 10, et vous la simplifiez en 2. Une fois que vous l'avez simplifiée en 2, vous la reprenez, vous la simplifiez encore en 2. Une fois que vous l'avez simplifiée en 2, encore, vous la reprenez à simplifier en 2, encore 4 fois comme ça. À la fin, vous avez un truc, un diamant pur, qui est ultra simple, que vous pouvez faire en 3 jours. Et vous le livrez. Par contre, il faut bien le cibler, le diamant. C'est le diamant qui permet de faire au client. Okay, et quand vous savez ça, vous savez exactement quel logiciel il faut faire. Donc, moi, sur cette partie, sur quoi commencer. Ça rejoint beaucoup le no estimate. Les gens disent no estimate, c'est ne pas estimer. Pas du tout. No estimate, ça veut dire, étant donné que tu vas travailler par à-coup très rapide comme ça, au final, à quoi bon estimer si toutes tes tâches, elles font un jour? C'est ça que ça veut dire. Et donc, du coup, c'est ce que j'appelle la vraie agilité. Parce que là, on n'est pas de mention le client. C'est pas dans 2 semaines, revenez, c'est le chantier. Tous les jours, tu as quelque chose dans ton appli. Tous les jours. Et ça, c'est fabuleux pour lui. Donc, en gros, le MVP, c'est ça. C'est un appât. C'est quelque chose qui va t'aider à comprendre ce que veut réellement le client. Une maquette, c'est pas un MVP. Une maquette, d'ailleurs, personne ne se projette là-dedans. Je déconseille les maquettes. Ce qui marche, c'est l'utilisation d'une appli. Et vous allez être choqué entre une maquette et l'utilisation d'une appli, même si c'est la même. Le client, il aura des avis différents sur l'appli et pas sur la maquette. Du coup, la maquette est biaisée. J'ai eu l'expérience de ça plein de fois. Voilà. Ensuite, le BDD. Alors, le BDD, je vois ça, le BDD. Le BDD, le MVP était toujours jetable alors. En général, oui, s'il n'avait pas faim. Dans ce cas-là, le biberon, je le jette. Par contre, on peut imaginer le concept que je peux transformer un biberon en repas, par exemple. Dans ce cas-là, j'ai pas jeté mon truc. J'ai fait un biberon et une petite compote de pommes à côté. Du coup, j'ai pas jeté mon MVP. Et normalement, c'est dommage de jeter le MVP. Il y a des gens qui vont se dire, comme c'est un MVP, le biberon, je vais pas le chauffer. Je vais pas chauffer le biberon. C'est juste un appât, j'ai pas besoin de le chauffer. Non, si elle veut le biberon, donne-lui. Donne-lui, parce que c'est ça que tu vas faire évoluer finalement vers un repas avec ta compote, ton truc, et ton assortiment. Donc, de croire en fait que par exemple le MVP, ça peut être du jetable, donc dans ce cas-là, tous les principes de code ne s'appliquent pas, c'est erroné. Parce que du coup, c'est sur ça qu'on va s'appliquer. Si maintenant on vérifie que c'est vraiment ce qu'il voulait, autant se baser sur ce qu'on a fait. Pourquoi refaire? Ça sert à rien, tu vas mal le faire.
Ça sert à rien. Autant recommencer. Et les gens vont se dire, il y a un cas d'urgence, maintenant il faut avancer, il veut des features, on ne va pas refaire. Rentrez pas dedans. Faites le truc bien d'entrée de jeu. Il y a un super article de Oncle Bob sur Internet, vous taperez Startup Trap, trap pour piège, de Oncle Bob. Lisez, c'est tout petit l'article et c'est exactement ce que je raconte là, pour la petite anecdote. En tout cas, de MVP jetable. Voilà. Ensuite, je parle vite comme ça, j'essaie de dire un petit peu de… Il y a une petite question juste qui n'est pas dans le chat, mais c'est quoi les design patterns que vous me conseillez d'apprendre? Actuellement, je suis en train d'apprendre Factory et Singleton. Alors, Singleton, tu peux le prendre et le mettre à la poubelle. Parce qu'en fait, c'est un anti-pattern. Voilà, c'est un anti-pattern dans beaucoup de projets. Et c'est un anti-pattern parce que… alors, qu'est-ce que je peux inventer? C'est un anti-pattern parce que déjà, il peut rendre tes tests unitaires complètement impossibles à faire. Je donne un exemple. Un test unité, donc on a compris, c'est pas une unité de code, c'est une unité au sens des tests. C'est-à-dire que je peux les mettre dans l'ordre que je veux, les tests unitaires, j'aurai toujours le même résultat. Mais si maintenant je te fais un exemple comme ça avec le singleton, et je te dis, tu as une pile, ok, donc qu'est-ce que je peux inventer? Donc tu as une pile et des assiettes, ok. Et ton premier test que tu écris en test unitaire, tu dis, si j'ai rien à l'intérieur et que je mets une assiette dedans, alors à la fin, j'ai une assiette à l'intérieur. Ok. Et ton prochain test juste après, il fait, si j'ai rien à l'intérieur et que je mets rien dedans tout court, il n'y a rien à l'intérieur. Et manque de bol, le deuxième test, il ne marche pas. Si ta pile est un singleton. Parce que le singleton, il est commun dans la mémoire. C'est une seule instance. Du coup, elle est partagée par tout le monde. Du coup, elle est partagée entre tes tests. Si elle est partagée entre tes tests, il y a un side effect entre les tests. Parce que si tu la remplis au début, l'autre test commence avec un remplissage. Donc, il ne pourra jamais être complètement indépendant, réellement. Donc, le singleton, il est complètement à éviter. En général, c'est juste les conteneurs qui peuvent utiliser pour, par exemple, une connexion à une base de données ou des choses comme ça, un pool de singleton, un pool de connexion, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en général, si tu veux vraiment apprendre des design patterns, va vraiment sur les design patterns vraiment utiles. Le stratégie, le visitor, le bridge, le builder, etc. Le builder, par exemple, est hyper utile dans les tests. Et aussi dans le code de prod. Commencez par ces design patterns. Après, il y a des design patterns qui n'ont pas de sens dans certains paradigmes de langage. Par exemple, dans le monde, functional programming, il y aura des design patterns qui ne font plus vraiment effet. Le visitor, par exemple, est remplacé par le pattern matching. Par exemple, il y a des remplacements qui se font, il y a des choses différentes. Donc, il faut voir, en fait, il faut s'intéresser à ça. Mais j'ai envie de dire, c'est très bien de s'intéresser à ça, mais lisez le livre du Goff, en fait, j'ai envie de dire. Si vous voulez vraiment le design pattern, prenez l'origine à la source, quoi. Prenez les meilleurs auteurs. Le livre, il est super, il date de 94. Il n'a pas pris une ride. Et il est génial. Ça, c'était pour les design patterns. C'est quoi l'intitulé du livre, pardon? Il s'appelle Design Patterns. Je peux le trouver en 2 secondes, là. En 2 secondes. C'était celui-là. Je reviens dessus. C'est étonnant comme il y a un certain nombre de ressources qui ont été écrites il y a un petit bout de temps maintenant. Les meilleures ressources sont les plus anciennes. C'est dans les vieux les meilleurs là. Non, mais t'es pas le premier à me dire, alors qu'on pourrait penser, tu vois, que les technos ont évolué hyper vite, etc. Mais en fait, les principes sont fondamentaux. Parce que tu parles des technos. Oui, c'est ça. Les livres de programmation ne sont pas sur les technos. Oui, exactement. Et en fait, sur l'art de peindre, l'art d'écrire, l'art de voir les choses, l'art de programmer. C'est pas la même chose. Oui, c'est ça. C'est l'art de programmer. C'est pas le contraire. L'idée des technos, c'est très bien. Par contre, donc ça, c'est très bien. Par contre, l'art de programmer, j'ai envie de dire, c'est comme l'âme. C'est pas physique. C'est conceptuel, c'est de l'agencement des choses. Et donc, c'est ça qui est beau dans la programmation, c'est ça le plus beau dans la programmation. Donc, il y avait peut-être d'autres questions. Oui, je pense qu'une question principale qui revient, j'ai l'impression, c'est justement, tu vois, quand on n'est pas familier avec… on en a entendu parler, mais on ne sait pas trop par quel bout prendre tout ça. Quelles ressources tu pourrais conseiller, toi, un développeur junior pour s'initier un peu à ces bonnes pratiques? Par quoi on commence? Quel livre on lit? Qu'est-ce qu'on commence à faire? J'ai compris. Alors, en impro, là, ce que je dirais, déjà, focalisez-vous. Alors, je vais la faire. Aujourd'hui, un développeur classique qui veut vraiment faire une belle carrière, je lui conseille fortement d'être full stack, déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas, c'est mon avis, je ne crois pas aux développeurs ultra front, purement front, qui connaissent rien au back, et aux développeurs ultra back qui connaissent rien au front. Je pense personnellement que c'est le meilleur moyen pour faire un logiciel qui finalement ne va pas fonctionner parce que tout est interlié. Il faut penser par exemple que l'UX d'un projet, l'UX, là où personne ne pense, l'UX d'un logiciel, donc c'est quoi? C'est l'expérience utilisateur. C'est l'art de placer les choses à l'écran de façon à être ingénieux pour l'utilisateur. Va influer énormément le code du back-end. Je ne rigole pas.
toutes les pratiques CQRS, domaine du design, etc., c'est influencé par ça. Donc, il y a une intercorrélation entre les deux mondes. Et il est hyper intéressant de connaître au moins un petit peu de tout. Si comme quelqu'un qui mange que des pâtes toute sa vie, bah, ok, bon, c'est dangereux. Varie un petit peu. On va voir un peu le monde du front, un peu le monde du back, etc. Donc, d'abord, déjà, ayez cette ambition. Ensuite, je dirais, commencez par sélectionner un langage, peu importe lequel. On commence par un langage. Maîtrisez-le. Maîtrisez-le. C'est-à-dire qu'en gros, si je vous demande, par exemple, c'est quoi une closure en JavaScript, si vous n'êtes pas capable de me donner, c'est peut-être dur à expliquer pour certains, mais en tout cas, un exemple concret dans le code, il y a un problème. Si vous n'avez pas compris ce que c'est JavaScript. Si par exemple, vous ne savez pas ce que c'est vraiment un promise et ce que c'est l'event loop en JavaScript, oubliez tout le reste, focalisez-vous d'abord dessus. Une fois que vous avez maîtrisé le langage, essayez de toucher aux concepts qui sont inter-langage, inter-techno, inter-tout, ce qui touche à l'âme en fait. Okay, donc vous allez toucher par exemple, et je vous le conseille, au clean code. Commencez par comprendre ce que ça veut dire clean code. Ce que ça veut dire de réfléchir à la façon d'écrire son code. Même si ça marche, même si ça marchait la façon sale, la façon bien d'écrire, quels avantages ça amène. Pour cela, je vous conseille le livre de Robert Martin qui s'appelle Clean Code. Et on peut pas faire un titre plus simple. Clean Code, il est hyper facile à lire. Pour ceux qui veulent aller plus loin, regardez ses vidéos sur cleancoders.com, très sympa aussi. Il est fait en mode théâtral, en faisant des personnages, très sympa. J'ai appris beaucoup là-dessus quand j'étais plus jeune. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, apprenez les frameworks. Mais je rigole pas, il faut les connaître d'abord. Parce que ça, pourquoi? Parce qu'en entreprise, on demande quand même ça, malheureusement. C'est que les offres d'emploi, malheureusement, elles n'ont toujours pas compris, elles mettent en valeur les frameworks. Okay, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que des fois, il y a des offres d'emploi qui te disent alors on veut quelqu'un qui fait du Angular dans le front et du Java dans le back. J'ai envie de les dire écoutez, mettez-vous d'accord, c'est soit vous parlez des langages ou des frameworks des deux côtés. Dans ce cas-là, c'est Angular Spring Boot ou autre chose, ou alors TypeScript et Java. Parce qu'en fait, les gens, c'est tellement frameworké dans leur tête qu'ils ont cru que Angular était le langage. Non, c'est le framework du bout, c'est le livreur de pizza. Rien à voir. Et moi, quand je fais des formations front, je fais des formations aussi, j'en ai fait donner hier, par exemple, je montre que justement, Angular ou React, etc., est un détail de toute l'appli. 1% de l'appli. Allez, honnête, 5% de l'appli. Et donc, du coup, plus ça grossit et plus ça tend vers les 5%. Au début, ça va paraître un peu plus, et plus ça tend, plus il est 5%. Ça, c'est donc une fois que vous avez écrit le code, intéressez-vous donc, comme l'a dit, design patterns, tout ça. Mais il y a un truc hyper intéressant pour ceux qui font du back-end. Je vous conseille vraiment de rentrer dans le monde du domaine du design assez tôt. Essayez de comprendre au moins les principes. Pour comprendre les principes, il y a un super livre qui est pas gros. Alors, il y a la version grosse et la version pas gros. Elle s'appelle, il s'appelle Domain Driven Design Distilled. Ok, la version distillée. L'auteur c'est Von Vernon. Alors c'est Domain Driven Design. Ok, la pub DDD, le cochon, ça a été inventé par les développeurs. Il n'y a que des DDD partout. Ok, c'est-à-dire qu'il y a TDD, il y a Domain Driven Design, il y a tout. Le Domain Driven Design, en un mot, ça change toute la façon de programmer dans le backend, tout en entier, La façon de visualiser le fonctionnel, la façon de penser le fonctionnel, la façon de poser des questions clients. Les questions que vous allez poser à vos clients sont pas du tout les mêmes, pas techniques, je parle pas de technique, sont pas du tout les mêmes que ce que vous posez en réalité. Et du coup, pour moi, ça m'a changé. Et c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. C'est la version grosse, du coup. Ça s'appelle Implementing Domain Driven Design. Ça marche pour ceux qui font du PHP, pour ceux qui font du Java, pour ceux qui font du C#, pour ceux qui font du Scala, du Ruby, du truc. Ça marche pour tout le monde. Et c'est juste génial. Et c'est accessible quand tu as un niveau junior? Bah après, juste un mot là-dessus. Pour répondre à ça, un mot là-dessus. Je pense que de nos jours, en fait, les juniors ont hyper tort de se sous-estimer. Moi, je me sous-estimais quand j'étais… Pourtant, j'étais parmi les meilleurs de ma promo. Et je me sous-estimais complètement. J'étais arrivé à la défense et je me suis dit, je suis un gros nulos. Et quand on se dit ça, alors que j'avais même pas codé encore devant eux, je me suis dit, je vois des costumes partout, ils ont 3 fois mon âge, j'avais 22 ans, je connais personne. Je me suis dit, où je suis embarqué, attention, Mickaël, il va falloir être bon. Puis j'ai vu après la réalité du terrain. Et je me suis dit, mais en fait, un senior, finalement, dans beaucoup de cas, c'est rigolo, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il y a ça désacralise beaucoup de choses. Et alors, tant pis pour eux, mais on est content, en fait, de se dire, mais en fait, le gap, en fait, pour les dépasser, il est pas énorme. De beaucoup de seniors, pas tous les seniors, attention, de beaucoup de seniors. Et donc, si on part dans l'état d'esprit en disant, je suis un nulos, il faut vraiment que j'ai une première mission pour essayer de faire ma main et pour essayer de commencer, etc. Si vous partez comme ça, vous allez dans le mur direct. Commencez à vous dire, je vaux quelque chose. Moi, j'ai un employé, par exemple, avec qui je travaille, il a 22 ans. Il a 22 ans, il en connaît plus que 15 ans d'expérience de beaucoup de personnes que je connais.
OK? Et c'est un plaisir. Pourquoi? Parce qu'il s'estime. Au début, il ne s'estimait pas, mais maintenant, il s'estime. Il voit qu'il y arrive, il voit qu'il connaît des choses. Et du coup, ça apporte quelque chose. Donc, en gros, le junior, ne croyez pas qu'il y a des choses qui ne sont pas à votre portée. Il n'y a pas de ça. Parce que dites-vous, et je vous donne vraiment cette réalité du terrain, je passe ma vie à parler à beaucoup de monde, donc ça fait partie de mon métier. Ne croyez pas que les seniors sont des sachants. Ne croyez pas ça. Ils sont tous en apprentissage. Tout le monde dont je vous parle, tout ce que je vous cite là, c'est pas nouveau de 10 ans. Les livres datent de 10 ans. OK? Le TDD, tout ça, c'est de 15 ans même. Même la NASA faisait du TDD en 1960. OK? Donc, c'est pas nouveau. Par contre, c'est nouveau dans l'apprentissage. Tout le monde s'y est mis en 2020, genre. 2019, 2020, c'est maintenant où tout le monde se met. J'ai des calls de toutes les boîtes. Michael, tu peux nous former à ça? Michael, on peut faire ça? Michael, on aimerait connaître ça. Mais des personnes qui ont 45 ans, qui ont 20 ans de bouteille, etc. Qui sont tous juniors. Il faut comprendre, tout le monde est junior. Dans le monde du craft, tout le monde est junior. Très peu de seniors. Tout le monde est junior. OK? Et donc, ce qu'il faut, c'est essayer de se relever et de se dire, on m'a conseillé ce livre, je le tente. Je ne vais pas me dire, je le verrai plus tard, je le note et je le verrai plus tard. Si il est conseillé, tente-le. Tu vas voir, tu ne regretteras pas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, j'étais en stage de fin d'études, OK, dans une grande banque d'investissement, ou même assurance. Et à un moment donné, je ne comprenais pas comment compiler un programme Java. Je n'avais jamais fait de compilation Java. J'étais à fond dans le C#. Et Java, je ne l'avais pas fait. J'aurais pu me dire, bon, j'ai demandé, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Le soir même, j'ai acheté le livre Java, SCJP, à l'époque de l'assertif, 1000 pages. J'ai dit, je vais le lire. Un mois après, je reviens, j'ai eu l'assertif, je revois le code, je revois les trucs, j'ai plus le même œil. J'ai plus du tout le même œil. J'étais devenu le seigneur de toute l'équipe. J'avais 10 ans d'écart avec tout le monde. Je voyais des trucs dans le code, je me dis, attends, mais ça, c'est pas bon, ça. Même ça va pas marcher, mais on peut optimiser ça comme ça. Et en gros, je vous conseille, alors ça dépend, il y a certains qui n'ont pas cette passion forcément, mais d'essayer justement de vous donner les billes de réussir, de vous surpasser. OK? Le TDD, ça fait peur à personne, et alors, ça fait peur à tout le monde. Il faut bien commencer un jour. Le domaine du web design, pareil, ça fait peur à tout le monde, il faut bien commencer un jour. Passer du front vers le back, c'est facile, sélectionner un langage. Je vous conseille par exemple de passer sur Java ou autre. PHP, je le déconseillerais aux juniors aujourd'hui. Pourquoi? J'adore ce langage, attention, PHP, j'adore ce langage. Mais je vais dire un truc honnête. En niveau salaire, c'est pas celui qui paye le mieux. Donc si vous voulez maintenant avoir un salaire qui frôle les 50K ou les 40K ou 45K à l'embauche, privilégiez le monde qui le montre. Et le monde qui le montre, c'est plutôt des langages compilés. C'est du Java, c'est du C#, c'est des choses comme ça. Le PHP, c'est plus dans le monde un peu vraiment orienté web, un peu tout ça. Donc, c'est un conseil. Ou même si vous maîtrisez PHP, gardez-le, c'est très bien. Mais, franchement, c'est très bien. Mais apprenez d'autres langages. Sortez de vos œillères. Allez voir autre chose. OK? Moi, j'ai monté toute une startup en Scala, par exemple. Je ne connaissais pas du tout Scala. Pour moi, c'est le meilleur langage que j'ai préféré jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai dû apprendre, avant d'écrire la première ligne de code, j'ai lu 900 pages. Je me suis dit, je n'écris pas de code tant que je ne maîtrise pas le truc. Et à la fin, on est content. Et quand on a l'impression de faire des pas de géants comme ça, finalement, il n'y a plus rien qui nous fait peur. Il n'y a plus rien qui nous fait peur. Parce que quand on a un bug dans le code, un truc, etc., et qu'on voit la stack d'erreurs, on se dirait, oui, ça me parle. Effectivement, j'ai vu ça dans un livre. Ouais, je connais. J'ai pas peur. Je vais la corriger. Il n'y a pas de problème. Et on déstresse comme ça. Et du coup, c'est un des meilleurs conseils que je peux donner aux juniors, c'est de croire en vous. Parce que personne ne croira en vous. Et quand vous allez en entreprise, ne parlez pas que des frameworks. Si vous voulez le petit truc sympathique, parlez justement de tout le monde craft. Ils vont avoir les yeux comme ça. Oh là là. Ils adorent ça. C'est comme si on arrivait avec un diamant. Okay, ils veulent ça. Okay, donc c'est vraiment parler de ça. Mais donc, pour ça, il faut se former. Il faut être capable de répondre aux questions, etc., etc. Mais sachez que c'est un monde nouveau. Donc tout le monde est junior. Donc si vous avez 1 an d'expérience, tout le monde a 1 an d'expérience. Okay, donc c'est un monde nouveau et lancez-vous. Et voilà, vous êtes arrivé au bon moment en fait. Avant, c'était pas. C'est assez étonnant que ça soit. Que. Ouais. Ouais. Que quoi que. Ouais, ça lag un peu. Non, c'est assez étonnant que le craft soit assez peu répandu dans les pratiques en entreprise et que aussi peu de seniors le maîtrisent, alors que finalement, tu as, tout ce qui est oncle Bob, tout ça, ça date déjà. Alors pourquoi est-ce que tout d'un coup, ça revient un peu à la mode et que aussi peu de personnes le maîtrisent finalement? J'ai envie de dire aujourd'hui, la programmation, elle est en fait, il y a une impression de vitesse qu'il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les clients, des boîtes, etc., elles veulent toujours construire le concurrent de quelqu'un. Elles voient qu'il y a plein d'applis qui sortent. C'est vrai, de nos jours, dans les applis iPhone, les trucs, etc., il y a plein d'applis. Et inconsciemment dans la tête, tout ce qui est sorti, s'il y a de la quantité, c'est que c'est facile à faire.
Ok, c'est facile à faire. Le contre-exemple que je donne à quelqu'un, c'est Harry Potter, il y en a plein des likes Harry Potter, des choses comme Harry Potter. Est-ce que tout le monde saurait l'écrire, vu qu'il y a plein de livres? Non, ça reste difficile quand même. C'est pas parce qu'il y en a plein que c'est difficile. Du coup, les managers, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si c'est facile, bah, les deadlines que je vais mettre à les développeurs, je vais les casser en deux. Je vais leur mettre en 30 jours, vous me livrez ça. Le truc, ça ne devrait pas un an, mais en 30 jours. Les développeurs, surtout juniors, même seniors, bah, ils ont un peu honte de dire, écoutez, je ne vais pas y arriver, je ne sais pas, attends la deadline, etc. Du coup, ils tombent dedans. Et du coup, toute leur carrière de junior, ils font du code, entre guillemets, pourri, qui juste est là en mode rush, etc. Donc, ils n'ont même pas le temps de réfléchir à c'est quoi les bonnes pratiques, quoi les trucs, etc. C'est toute la journée, c'est ça. Moi, je connais plein de seniors, c'est toute la journée, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, ils n'ont jamais vraiment codé. Qu'est-ce que j'appelle coder? C'est inventer quelque chose. C'est créer quelque chose, créer un nouveau comportement dans l'appli. Non, les 3 quarts, ils corrigent des bugs. Hein. Toute la journée. Et donc, ça, j'appelle pas ça un codeur. J'appelle ça un bidouilleur. Quoi. Toute la journée, je code. Alors, tout mon respect, mais il faut réussir à sortir de là. Donc, du coup, étant donné qu'il y a eu cette mode du rush, avec l'agilité, parce que les gens pensent que l'agilité, c'est coder vite. Ils n'ont pas compris, en fait. On code à la même vitesse, on n'est pas des Superman. L'agilité, c'est juste livrer rapidement. C'est pas la même chose. Mais pour livrer rapidement, c'est pas le même lot que tu ferais en cycle en V long. Tu vas le livrer plus rapidement en agilité. On n'est pas Superman. C'est juste que tu vas scinder la feature à fond de façon à ce que tu vas livrer une bribe de la feature, mais qui est fonctionnelle, une vision fonctionnelle de la feature. C'est comme la Joconde, mais elle n'est pas coloriée. Tu as livré la Joconde. Et ça permet déjà que les gens peuvent rentrer là-dedans. Elle n'est pas coloriée. Et les gens vont se dire, bah, c'est cool en agilité, ils vont faire la Joconde plus rapidement. Tu n'as pas compris. On va livrer plus rapidement, montrer ce qu'on fait, mais la Joconde, ça prendra le même temps que si j'étais en cycle en V dans ma grotte. C'est normal. Et donc, ce qui se passe au final, c'est que finalement, ils n'ont même pas le temps de savoir qu'ailleurs, le monde a changé. Et donc, en fait, le craft est venu en disant, réfléchis. Ah, stop, réfléchis. Arrête tes deadlines et tes rushs et compagnie, réfléchis. Prends un livre. Fais quelque chose. Réfléchis à ton code. Mets-toi. Moi, je me souviens, j'avais un mentor, justement, qui n'était pas mon mentor, mais c'est quelqu'un avec qui j'adorais discuter. Quand j'étais justement dans mon premier job, elle avait 37 ans. J'avais 22. OK? Elle me disait, écoute, Mickaël, il y a un truc sympa dans ton code. J'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. J'étais un peu son chouchou. Et voilà. J'ai un meilleur truc. Je peux casser ton code, je peux te montrer? Maintenant, il est 21h. OK? Tout le monde était parti de l'open space. J'étais célibataire, etc. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. J'avais un foot qui commençait à 23h. Je me suis dit, bon, j'ai du temps à tuer. OK, vas-y, avec plaisir. Une personne normale, classique, en général, qu'est-ce qu'elle dit? Écoute, j'ai fait ma tâche, elle marche. C'est essentiel. The code that works is enough. OK, ça marche. Je le mets. Et là, je me suis dit, montre-moi. J'ai envie que tu montres ce pattern. Et il venait me sortir le pattern flyweight avec un truc sympa, etc. Je dis, OK, vas-y, montre-moi. J'ai adoré. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, pas de souci, je refais tout. Je suis resté le soir, j'ai refait tout. J'ai appris. Et la beauté, en fait, de voir quelqu'un comme ça qui réfléchit devant un écran, en train d'essayer de voir, en train de se dire, ça marche super bien, hein. On peut peut-être mieux faire. On peut peut-être voir mieux. C'est comme ça qu'on progresse. Sinon, on ne progresse jamais, en fait. Si on est dans un rush total à chaque fois, on se suffit de nos acquis, qui sont très petits, et au final, on ne progresse jamais. Donc, c'est pour ça que l'intérêt du refactoring, il est génial. Parce que même la personne avec qui je travaille, elle disait très clairement, en fait, c'est génial les tests. Je dis pourquoi? J'imagine pourquoi, mais pourquoi? En fait, maintenant, tu vois, je ne savais pas qu'en TypeScript, il y avait cet opérateur, ou en RxJS, il y avait cet opérateur qui existait. J'ai testé et ça passe le test. J'ai dit, donc, tu as fait quoi? Tu as amélioré ton code? Oui. Et donc, en fait, il y a un concept qui s'appelle Continuous Improvement. C'est-à-dire, en fait, tu améliores le logiciel tous les jours. Là où dans la boîte, en général, c'est quoi? C'est plus ça code et plus c'est la cata. OK? Normalement, c'est l'inverse. C'est plus ça code, plus c'est tous les jours. Tous les jours, c'est mieux. Et pour arriver à ça, ça demande de l'étude. Donc, en fait, je dirais, si un junior a fini ses études, c'est qu'il est mort, en fait. OK? Donc, les études commencent après les études. Ça commence une fois que tu es sorti. C'est quand tu arrives dans le monde de la vraie vie, ce n'est pas la même chose que tu as appris à l'école. Ce n'est pas juste faire un petit formulaire à valider et c'est fini. Ce n'est pas la même chose. Là, je te parle d'une appli de trading, je te parle d'un truc, etc. Ce n'est pas du tout les mêmes règles. C'est beaucoup plus complexe. Et dans ce cas-là, la moindre erreur ou le moindre balbutiement, l'appli, tu l'as tuée. Et là, tout le monde te tombe sur le dos. Parce que tu vas te perdre des millions d'euros aux traders. Donc, le but du jeu, c'est comment faire pour comprendre déjà que ça. Donc, le craft n'est pas connu. Même aujourd'hui, il n'est pas connu. Et on reconnaît les gens qui mènent le craftsmanship, ceux qui mettent déjà le S après le T. Déjà, on reconnaît un peu les mots en craftsmanship. Parce que après C-R-A-F-T, là, il y a un S dégueulasse.
M-A-N-C-H-I-P. C'est l'anglais qui veut ça. Et donc, des fois, il y en a des beaux comme ça, des offres d'emploi super, tu veux du craftsmanship. Et je me dis, le craftsmanship, c'est le souci du détail. Si tu n'es même pas foutu de l'écrire bien comme il faut, on ne peut pas parler. Donc, c'est un truc que moi, je vois. C'est des petits moyens comme ça que je vois. Et donc, et aussi, un petit conseil, entraînez-vous à enseigner ce que vous connaissez. Quand vous enseignez quelque chose, moi, je le vis tous les jours dans les formations, quand vous enseignez quelque chose, ça va vous rechallenger dans la tête. Et vous dites, attends, mais j'y crois vraiment à ce que je dis là? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il a posé une question, ça peut contrer ce que je dis là. Je sais pas, et ça va vous peaufiner, ça va vous régler la tête. Et du coup, vous allez encore mieux maîtriser votre sujet. Et essayez d'apprendre. Moi, je le fais parce que j'ai l'habitude de faire ça, mais essayez de prendre un sujet, essayez de trouver des métaphores à chaque fois. Si on dit à quelqu'un, tu peux m'expliquer Redux en JavaScript, par exemple, dans le monde de JS, essayez d'imager avec, comme j'ai dit, des bébés, des trucs. Essayez d'imager pour que les gens comprennent ce que tu racontes. Et vous allez voir qu'à ce jeu-là, quand vous allez arriver à mettre la main sur des exemples, à ce moment-là, ça va être très facile d'expliquer les choses. Parce que être développeur, c'est aussi communicant. Très facile. Parce que, on peut être juste sur ce point-là, après, s'il y a d'autres questions, juste sur ce point-là, ce qui se passe, c'est que un junior, au début, et j'aime pas ce mot junior, en fait, tout le monde, ok, senior comme junior, il n'y a pas de junior, il n'y a pas de senior, tout le monde est junior, ok, il voit une erreur, il a envie de l'expliquer à quelqu'un qui est potentiellement sachant sur ce domaine-là. Il va l'expliquer de manière non synthétique. Une personne n'est pas capable de faire une synthèse de ce qu'elle a envie d'imager. Je donne un exemple. Si son exemple, c'était d'avoir 1000 voitures et qu'en fait, il y avait plein de couleurs de voitures et que la 57e, il y avait un problème et que ça lui a mis une erreur, elle va venir t'expliquer le problème parce qu'elle ne connaît même pas le projet. Elle va dire, regarde, en fait, j'ai 57 voitures et en fait, j'ai des couleurs dessus. Je m'en fous, en fait. Essaie de me trouver un concept qui est très simple à expliquer, qui met en valeur ton problème. Et là, on a une qualité, du coup, pour poser des questions sur Stack Overflow. Stack Overflow, pour poser des questions dessus, il faut être synthétique. Il faut être synthétique. Et les personnes qui savent poser des questions, c'est les personnes qui ont compris que il suffit pas pour expliquer un problème qu'on a de sortir le problème. On peut imaginer un autre problème qui aura la même variante que ce qu'on veut faire sortir. Et plus simple à comprendre pour la personne et du coup plus facile à expliquer. Voilà. Donc, donc le craft n'est pas connu et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes bien arrivé en 2022, ou en 2020 même, parce que ça commence. Alors, mettez-vous là-dedans dedans. Les seniors, c'est très dur. Ils ont déjà 10 ans. Pour revenir en arrière, ils veulent pas. L'ego, ils touchent. Alors, vous êtes tout nouveau, vous pouvez le faire. En fait, ce qui est dingue, c'est que le craft, en fait, c'est parce qu'il s'adapte hyper bien au monde du travail actuel. Que c'est si génial, en fait. C'est ça. Ouais. Ok, bon, alors s'il n'y a pas de dernière question, on va s'arrêter là, déjà 13h10. Mille merci, Mickaël, pour cette vision. Il y avait un peu sur le BDD, peut-être. Il y avait juste une personne, peut-être. Ah, vas-y, si tu as encore 2-3 minutes. J'ai 3 minutes, si vous voulez. Vas-y. Un petit mot. Alors, j'ai fait une vidéo YouTube qui est sympa, mais je vous fais pas la même chose, mais autre chose. Le BDD, pour beaucoup de monde, c'est des tests fonctionnels. Okay, Behavior Driven Development. Je ne parle pas de base de données. Behavior Driven Development. En gros, pour les gens, le BDD, c'est un peu haut niveau, le TDD, c'est très bas niveau. Alors, sachez, c'est complètement faux. Mais c'est ahurissant de faux, en fait. C'est complètement faux. L'idée est la suivante. L'idée, c'est de te dire, le BDD, c'est pas technique. Il n'y a rien de technique. Le BDD, c'est converser. On peut converser depuis l'homme de Cro-Magnon, enfin peut-être un peu après, peut-être. Ok. Et on parle à quelqu'un. Le but du jeu, c'est de soutirer les vérités du client. Dans la vraie vie, ce qui est évident pour moi, je ne vais pas le dire. Pourquoi je ne le dis pas? Parce que c'est profondément évident. Et donc, j'imagine, comme c'est profondément évident, j'imagine que c'est évident pour tout le monde. Donc, je ne vais pas le dire. Et ce seul petit détail peut tout changer. Là, par exemple, pour moi, c'est évident que tout le monde sait que je suis dans mes bureaux, par exemple. Alors que quelqu'un va peut-être sonner chez moi en disant, bon, viens, on prend un verre. Non, c'est évident, mais je pensais que c'était évident pour tout le monde. Non, pas du tout. Les gens pensent que je suis chez moi. Par exemple, c'est un exemple. Et donc, dans le monde du logiciel, ça arrive très souvent, ce genre de choses. Tout le temps, en fait. Des quiproquos entre le donneur d'ordre, le client, l'utilisateur, disons, et le développeur. Le client ne va pas tout dire. Donc, le développeur va dire, OK, bon, j'ai compris ce qu'il veut, OK, je vois ça. Et quand on livre, c'est pas ça du tout. Donc, l'exemple que j'aime bien donner en général, c'est le client qui te dit, bon, tu vois la caisse sur le trottoir de gauche, tu la prends, tu la mets à droite. Toi, tu arrives, tu prends le carton et tu le mets à droite. Tu montres au client, tu dis, ouais, c'est fait. Il te dit, 2 semaines pour ça? Vous foutez de ma gueule ou quoi? Je suis désolé, c'est pas ça que j'ai demandé. Et à tout le monde, quoi? La caisse, la voiture. C'est la voiture qu'il faut mettre à droite, pas le carton. Ah, mais nous, on a compris la caisse est égale à un carton. Ouais, mais dans mon jargon, moi, la caisse, c'est une voiture. Qu'est-ce qu'il aurait pu mettre la puce à l'oreille pour savoir tout de suite qu'on serait dans le faux? Un mot magique qui est la définition même du BDD. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple.
Bah, regarde ici. Là, je la prends. Regarde, je tourne le moteur. Regarde, j'arrive là. Ah, il y a un moteur. Ah, il y a une voiture. Ah, d'accord. Avec l'exemple, faites cet exercice. Avec un exemple, il y a beaucoup plus de choses dévoilées. Et ça, c'est génial. J'avais vécu, la dernière anecdote, j'ai vécu en 2018, okay, ça n'a pas si longtemps, quelqu'un qui me dit, Mickaël, voilà, il faut créer des réunions, il faut faire tout un système d'ordre du jour, de génération, etc. Donc au début, la feature première, création de réunion, très bien. Alors, imaginons qu'on crée une réunion pour le comité de notre société, okay, etc. Maintenant, on est dans une grande tour. Hein, et le comité, et je lui dis, OK, très bien, donne-moi un exemple. Enfin, attends, je n'ai pas fini. Je lui dis, donne-moi un exemple. Alors, imaginons qu'on crée en fait on crée une réunion dans une salle qui se trouve à côté de l'épicerie du coin. Je fais, pardon, mais c'est pas des salles d'ici. Mickaël, tu sais très bien que les comités de la boîte, ils vivent pas ici, ils sont même pas de notre boîte. C'est pas, ils ont une carte de visite, enfin, ils sont pas ici. Ok, c'est un peu comme des grands ministres qui s'occupent un peu de plusieurs boîtes, mais ils sont pas ici, donc ils peuvent pas rentrer. Donc on ne peut pas prendre la salle. Mais moi, en tant que développeur dans ma tête, je faisais quoi? Je faisais déjà un web service qui prend toutes les salles de la boîte. Et j'aurais dit, voilà, vous pouvez sélectionner votre boîte. Non, c'est des salles qui sont dehors, rien à voir. Qui sont louables dehors, rien à voir. Je lui dis de continuer. Elle continue. Elle me dit, voilà, et je lui dis, continuer un horaire, par exemple, l'horaire de la réunion. Donne-moi un exemple. Ça commence le 2 janvier, ça finit le 5 janvier. Non, j'appelle ça un séminaire, perso. C'est pas une réunion. Moi, je devais mettre un truc de 2-4 heures, etc., un petit jauge comme ça. Là, tu me demandes carrément de gérer plusieurs dates. Je n'avais pas ça en tête. Je dis, continue. Et cette réunion est créée par ma secrétaire, Lola. Je fais, c'est pas toi qui crée la réunion. Donc, en fait, il y a plusieurs notions. Il y a créateur, organisateur et les participants. Donc, quand tu dis participants, pour toi, c'est quoi les participants? Encore un exemple. C'est tout le monde. Je lui dis, donc je t'inclus en tant que participant? Oui, parce que j'ai envie d'être, nous, de manière comptable, on doit être dans la liste des participants. Mais tu n'assistes pas à la réunion. Oui, mais pareil. Si tu n'as pas tous ces détails-là, le logiciel que tu fais, il est faux, de A à Z. Tu vas passer ton temps, en fait, à changer. Le BDD, c'est prendre le développeur ou les développeurs, l'utilisateur. S'il n'y a pas l'utilisateur, ça ne sert à rien, autant tout arrêter. L'utilisateur, le PO, le business analyst, le testeur. S'il n'y a pas de testeur, c'est pas grave parce que les développeurs, ils font déjà énormément de choses. L'UX, le spécialiste UX, etc. Vous le mettez autour d'une table et vous laissez écouter ce qu'il a à vous dire. Et tout le monde va avoir son effet de compréhension. Et tout le monde va essayer de challenger le besoin. Parce qu'un bon développeur, ce n'est pas quelqu'un qui prend le besoin et qui le fait. C'est quelqu'un qui challenge le besoin en disant « je ne te crois pas ». Est-ce qu'avec ce scénario, ça ne plante pas ton système? T'imagines? Imagine, je prends la caisse, elle ne démarre pas. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu as prévu ce cas-là? Mickaël, j'espère bien que tu viens avec de l'essence. Non, je suis désolé, je ne viens pas avec de l'essence. Je n'ai pas ça. Ah oui, mais moi, c'est problématique. Parce que moi, si. Ouais, donc, ça met en cause le logiciel. C'est ça qui se passe dans la vraie vie. Et donc, le BDD, c'est venir ça. Après, si tu le souhaites, tu peux transcrire ça sous forme de scénario exécutable, comme en Gherkin, etc. Et tu le mets dans ton programme. Mais ce n'est pas ça les tests unitaires. C'est aussi un guide. OK? Et le TDD va servir de guide là-dessus aussi. J'en parle dans mes vidéos. Grosso modo, les deux vont ensemble. Mais grosso modo, le BDD, c'est la conversation. Et donc, un développeur, dire j'ai une équipe de développeurs, j'ai un PO qui va venir leur donner les ordres, je vous assure, ça ne marche pas, ça. Pourquoi? Parce qu'il y a le jeu de manière juste imagée, c'est le terme, c'est le téléphone arabe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, ce que je vais te dire va être potentiellement déformé par la prochaine personne que je vais te dire. Il faut bouger la caisse. Oui, il faut bouger le carton, tu vas à droite. Oui, d'accord, il faut bouger ici. Il va encore déformer. À la fin, le message va arriver au développeur déformé. Pour ne pas tomber dans le piège, le développeur il doit être présent en réunion. Parce qu'il a aussi sa vision du monde, parce qu'on fait un logiciel, il a sa vision des choses, il peut alerter s'il y a une incompréhension. De la même façon que les autres aussi alertent aussi. Voilà. C'était un petit peu le point sur le BDD. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous tapez BDD Mickaël, je pense que vous l'avez sur YouTube. En 16 minutes, je donne un cas concret en fait. Merci Mickaël pour toutes ces informations. Trop cool. Peut-être que tu peux mettre le nom de ton site dans le chat parce que ça redirige vers une mine d'or d'infos. Comme vous voulez. Alors, ça dépend. J'ai plusieurs choses. Il y a le site en fait de ma boîte. J'ai pas mal de blogs. Donc, vous allez ça ici. Vous allez dans le blog et certains trucs. Il y a le Slack. Il y a des gens qui te disent mettez tout. Il y a aussi le Slack. Alors pareil, vous allez dans le footer de ce site-là. Dans le footer, il y a le lien du Slack. Comme vous voulez, hein, ou alors communautaire. Moi, je n'ai pas de difficulté. J'aime bien mélanger les communautés, il n'y a pas de problème. Ah oui, non, mais nous aussi. Hein. Pas de souci. Il y a le lien du Slack. On est 2200 inscrits quasiment. Okay.
Et donc, c'est très vivant. Les gens parlent toute la journée. C'est très vivant. On apprend beaucoup de choses sur la tech. Il y a quoi? Il y a aussi il y a un chien Spotify. Ok, donc ça, j'avais un nom un peu provocateur justement parce que j'aime bien la provoque. J'ai mis ça. Voilà. Donc ça, c'est tous les podcasts que j'ai fait qui parlent de pas mal de sujets que j'ai notamment évoqués, mais plus au calme et plus avec un peu plus de temps. Il y a de ça. Il y a la chaîne YouTube aussi. La chaîne YouTube qui se trouve, vous tapez en fait Welcome. Attends, je vous mets. Hop. Voilà. Tac. Elle est là. Chaîne YouTube. Donc, il y a aussi pas mal de vidéos, une conférence de 2h30, ça vous intéresse aussi, c'est pas mal aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs. Et le LinkedIn. Sur LinkedIn, je poste aussi quasiment tous les jours, si ça intéresse. J'ai un ton très provocateur. Franchement, n'hésitez pas à le suivre. Hein. Ouais, c'est gentil. J'ai un ton assez provocateur, n'ayez pas peur, mais c'est juste parce que justement, j'aime bien changer les choses. C'est juste ça, quoi. Voilà. On voit ça parfois dans les commentaires, ça soulève des points, des sujets un peu. Tu fais réagir les gens en tout cas. Le Slack, il est mis juste au-dessus. Si tu veux, je te mets le lien du Slack directement, hein, comme ça, c'est rapide, ça prend 2 secondes. Hop. Copie, hop, et coller. Ah non, j'ai copié la mauvaise chose. Une tape, ouais, c'est ça. Hop. Essayez de taper là-dessus, peut-être ça va marcher. Tac. Peut-être enlever SSB redirect, juste welcome.slack.com et vous l'avez en fait l'invite. Je crois que de toute façon, quand on va sur ton site, tu mets l'accès au Slack aussi. Hein. Alors l'idée, ouais, c'est quelque chose de communautaire où tout le monde. À la base, c'est pour un collègue, je voulais lui montrer des choses, et après j'ai rendu public. Et de fil en aiguille, on est tombé. Ça fait grandir. Et du coup, c'est pas mal parce qu'il y a un peu de tous les bords. Il y a exactement tout. Chacun a quelque chose à raconter d'intéressant, et il y a des débats en tout genre et tout. C'est vraiment sympa. Et ce qui est trop bien, c'est que c'est une communauté qui est très active. C'est-à-dire que tu as des publications dans quasiment tous les canaux. C'est ça, et c'est aussi très chiant parce qu'il faut tout lire. Ça prend du temps. Moi, je suis tranquille. Des fois, quand les gens parlent pas, je fais tant mieux. Je lance pas. Je regarde un peu bien. Ouais. Ok, bon, et ben on va s'arrêter là. Mille merci, Mickaël, pour ton intervention. Merci à vous. Franchement, merci. Un grand merci pour ta vision et tes conseils. Et puis, on se dit à bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Salut à tout le monde.